Ce récit m'a littéralement coupé le souffle. Une immersion totale qui m'a glacé le sang et fait battre le cœur à tout rompre. Ah ouais, c'est une claque absolue. Que ce soit en livre audio ou en livre papier, l'expérience de cette œuvre est viscérale. Exactement. Il s'agit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. C'est une vertigineuse descente dans la folie humaine, explorant la ligne infime entre l'aspiration à la liberté absolue et les ténèbres de la vengeance. Asphyxiant. Complètement. Au centre de ce gouffre règne le capitaine Nemo. L'histoire nous précipite brutalement dans les eaux glacées du Pacifique, en pleine nuit, après qu'une frégate ait été fracassée par une créature titanesque. Un homme généreux, protecteur des opprimés, qui se transforme volontairement en un terroriste impitoyable. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? À des milliers de mètres sous la surface, là où la pression écrase l'acier, 3 naufragés sont condamnés à ne plus jamais revoir la terre ferme sous la coupe d'un despote aux commandes d'une arme de destruction massive. Ok, décortiquons tout ça. Je suis prête. L'enfermement ici, c'est pas juste un décor. Ça devient le moteur psychologique principal de toute l'exploration. Faut d'abord se remettre dans l'ambiance de l'année 1866. On est en pleine révolution industrielle, mais les océans, ça reste un mystère total. Ouais, on commence tout juste à cartographier le monde. Donc l'idée qu'une chose énorme, un monstre phosphorescent hyper rapide, échappe à tout contrôle, c'est la panique. Une panique mondiale même, totalement irrationnelle. C'est l'inconnu qui vient menacer le commerce international, le cœur de l'économie. Et la réaction humaine ne se fait pas attendre. On veut détruire ce qu'on ne comprend pas, tout simplement. Carrément. Une expédition de chasse monumentale est lancée. Ils affrètent l'Abraham Lincoln, qui est une frégate américaine surarmée, Et à bord, on a 3 hommes clés qui vont tout changer. Le professeur français Aronnax, son domestique Conseil et le fameux harponneur canadien Ned Land. c'est un trio hyper bien pensé. Aronnax, c'est la rationalité scientifique à l'état pur. Oui, alors que Conseil incarne cette loyauté aveugle, le flegme total, et Ned Land, c'est l'instinct de survie, la force brute, l'attachement viscéral à la terre ferme. La traque dure des mois. L'équipage devient fou à scruter cet horizon vide. Et puis, paf, c'est l'inévitable. La collision, une violence inouïe en pleine nuit, le navire est littéralement fracassé par la bête. Nos 3 hommes sont projetés dans les eaux glaciales. Ils nagent pour survivre, ils sont proches de la noyade, jusqu'à ce qu'ils touchent le dos du monstre. Et c'est là que l'effroi change de nature. C'est un moment de bascule psychologique que je trouve fascinant. En palpant la surface dans le noir, ils comprennent que c'est pas de la peau. Mais oui, c'est pas biologique, c'est dur, c'est parfaitement lisse, ça résonne quand on tape dessus. C'est du métal riveté. La terreur du monstre naturel s'évapore et devient une terreur technologique. C'est le choc de leur vie. On réalise que c'est une machine gigantesque, un sous-marin avec une puissance inconcevable pour l'époque. Le légendaire Nautilus. Découvrir un truc pareil en 1866, c'est comme tomber sur un vaisseau extraterrestre aujourd'hui. C'est la preuve qu'une intelligence humaine a surpassé toutes les nations dans le plus grand des secrets. Et très vite, les naufragés sont capturés. Ils sont traînés de force dans les entrailles d'acier. Pour se retrouver nez à nez avec son créateur, le fameux capitaine Nemo. Et son verdict est d'une froideur. Puisqu'ils ont découvert son secret, la sentence est irrévocable. La perpétuité. Il leur laisse un choix atroce. Soit ils retournent à la mer pour se noyer, soit elles vivent enfermées dans ce cercueil d'acier pour le reste de leurs jours. C'est une violence psychologique dingue. Nemo se pose tout de suite comme un juge absolu. Aucune empathie pour leur naufrage. Pour lui, préserver son isolement justifie d'emprisonner 3 innocents à vie. C'est la première faille morale de cet homme qui se dit supérieur aux lois. Et pourtant, quelle prison, hein! À l'intérieur du Nautilus, on est très loin du cachot humide. Oh là là, oui, l'étalage de luxe défie toute logique. Aronnax est sidéré de voir un salon immense, des toiles de maître inestimables. Un orgue grandiose, une bibliothèque de 12 000 bouquins, c'est vertigineux. Ce qui est fascinant ici, c'est l'immense contradiction du personnage. Nemo déclare froidement qu'il a rompu tout lien avec l'humanité. Il a cette arrogance glaciale quand il affirme que la mer lui suffit. Il méprise ouvertement la terre corrompue. Mais paradoxalement, il a emporté avec lui les plus grands chefs-d'œuvre de cette même humanité. Il déteste les hommes, mais il vénère leur art. C'est d'une complexité folle. Il vit en autarcie totale, utilisant la mer pour l'énergie, la bouffe, les vêtements. Mais il n'est pas complètement coupé du monde d'en haut. Non, pas du tout. Il récupère l'or des épaves englouties pour amasser une fortune colossale.
Et c'est pas pour s'acheter de beaux meubles. C'est ça qui brouille les pistes. Il finance secrètement des révoltes populaires. Comme celle des Crétois contre l'Empire ottoman. Il utilise les fonds marins pour influencer la géopolitique à la surface, tout en prétendant ne plus en faire partie. Il y a d'ailleurs cette scène incroyable au large de l'Inde qui illustre ce paradoxe. Un pauvre pêcheur de perles se fait attaquer par un requin monstrueux. Et Nemo, ce grand misanthrope qui crache sur le genre humain, il n'hésite pas une seconde. Il dégaine son poignard et se jette sur le requin. Un combat au corps à corps hyper sanglant, où il risque littéralement de se faire dévorer vif. Pourquoi prendre un tel risque pour un inconnu? La réponse est cruciale. Malgré sa haine du monde, il ressent une solidarité viscérale envers les opprimés. C'est vrai. Pour lui, ce pêcheur n'est pas un représentant de la civilisation qu'il est, c'est une victime. Nemo prend toujours le parti de ceux qui souffrent. Mais cette belle figure de sauveur romantique, elle se heurte violemment à son attitude à bord du navire. C'est un dictateur impitoyable. Sa parole est la loi absolue. Le calvaire de Ned Land en est la preuve. Il est privé de sa liberté et Nemo s'en fiche royalement. La dynamique entre eux est super tragique. Ned, c'est l'homme des grands espaces. Dans ce sous-marin, il étouffe, il devient un animal en cage. Et Nemo le regarde dépérir en silence. Il refuse catégoriquement d'entendre ses appels à l'évasion. C'est cruel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette captivité atroce est enrobée dans une succession de découvertes scientifiques grandioses. Ah, l'exploration des abysses, c'est une surcharge sensorielle permanente. On les suit enfiler des scaphandres hyper lourds pour marcher sur le fond de l'océan. Ils chassent dans de véritables jungles sous-marines. Ces promenades en scaphandre, ça souligne vraiment l'écrasement physique et psychologique de l'eau. La lumière blafarde, ce silence de mort. Mais pour le professeur Aronnax, c'est le rêve absolu. C'est l'accès à un savoir vierge intouché. Et le clou du spectacle reste la découverte nocturne des ruines de l'Atlantide. Voir ces colonnes antiques effondrées, éclairées par la lave d'un volcan sous-marin. L'image est d'une puissance symbolique inouïe. Symbolique, oui, car l'Atlantide représente la civilisation détruite par son propre orgueil. C'est un miroir tendu à Nemo, et même à Aronnax. Totalement. Cette découverte agit comme un poison lent sur le professeur. L'ivresse du savoir commence à effacer son jugement moral. C'est le développement d'un vrai syndrome de Stockholm intellectuel. Il est tellement fasciné par ce privilège exclusif de voir l'invisible qu'il en oublie sa condition de prisonnier. C'est l'hubris, la folie des grandeurs. Aronnax devient silencieusement complice de son geôlier. Il en arrive à désirer que ce voyage ne s'arrête jamais. La détresse de ses compagnons passe au second plan. La science justifie la perte de liberté pour lui. La fracture entre les trois naufragés est consumée. Mais la tension monte d'un cran quand la nature rappelle sa supériorité. L'attaque cauchemardesque des calmars géants. D'un coup, l'expédition scientifique se transforme en boucherie abjecte. Les tentacules monstrueux agrippent l'acier. Le combat à la hache sur la plateforme est d'une violence inouïe. C'est un moment de vulnérabilité absolue pour Nemo. Le Nautilus n'est plus invincible. Le bilan humain est tragique. Un marin de Nemo est broyé et emporté dans les profondeurs. La douleur du capitaine est sincère. Ça rappelle qu'il reste humain avec les siens. Si l'on relie ça à la situation globale, la fin de l'immersion bascule dans l'horreur pure. Exactement. L'horreur naturelle des calmars, ce n'est rien comparé aux ténèbres enfouies dans le cœur de Nemo. Lors d'une remontée, le sous-marin croise un navire de guerre d'une nation que Nemo hait viscéralement. Et là, le masque se brise. La révélation est glaçante. Le magnifique vaisseau de recherche scientifique se dévoile sous son vrai jour. C'est une arme de destruction massive. Nemo n'est pas qu'un scientifique déçu par le monde. C'est l'instrument froid et prémédité d'une vengeance impitoyable. On comprend que cette nation anonyme a détruit sa vie passée. Elle a massacré sa femme, ses enfants, sa patrie. L'isolement de Nemo n'était pas une simple retraite spirituelle. C'était la préparation d'une riposte terroriste redoutable. La description de cette vengeance est insoutenable. Il y a ce silence lourd dans le Nautilus avant l'attaque. Aronnax est paralysé derrière la vitre panoramique. Il comprend ce qui va se passer, mais il ne peut pas hurler. Et Nemo lance son sous-marin à pleine vitesse, comme un bélier de fer géant. La précision chirurgicale avec laquelle il éventre la coque du navire de guerre montre une froideur absolue. Ce n'est pas de la colère spontanée, c'est une exécution méthodique. L'acier broie le bois, l'eau s'engouffre dans un fracas épouvantable. Des centaines d'hommes paniquent,
se noie sous les yeux d'Aronnax. Et la réaction de Nemo est terrifiante. Il regarde l'agonie de ses ennemis, le visage transfiguré par la haine. Il savoure cette hécatombe. C'est l'effondrement moral définitif. Pour Aronnax, le choc est dévastateur. La frontière entre justice et monstruosité vole en éclats. Les naufragés réalisent qu'ils sont à la merci d'un meurtrier de masse dont la folie ne connaît aucune limite. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? À ce stade, la situation est irrespirable à bord. L'air du Nautilus semble empoisonné par le poids de tous ces morts. Ned, Aronnax et Conseil sont brisés psychologiquement. Ils savent qu'ils doivent fuir ou mourir. Ils décident de voler la chaloupe une nuit de tempête. La tentative de la dernière chance. L'adrénaline est à son comble. Ils se glissent dans les coursives sombres. Prêts à affronter l'inconnu de la mer en furie plutôt que de rester une seconde de plus avec ce bourreau. Mais juste au moment de détacher l'embarcation, un événement terrifiant fige leur sang. Ils entendent l'équipage entier hurler de terreur à l'intérieur du Nautilus. Des cris de panique absolue qui couvrent le fracas de la tempête. Ce n'est pas une alarme pour signaler leur fuite. C'est une peur primaire, existentielle, chez des hommes d'ordinaire si impassibles. Le sous-marin vient de s'engager dans le maelstrom. Le phénomène naturel le plus destructeur des côtes norvégiennes. Un tourbillon liquide gigantesque qui broie absolument tout sur son passage. La question qui nous obsède alors est terrible. Est-ce une tragique erreur de navigation d'un équipage fatigué? Ou est-ce un acte délibéré, un suicide cynique et planifié de la part de Nemo? Choisissant d'engloutir ses secrets et ses crimes dans le seul phénomène capable de détruire sa machine. C'est le chaos innommable. L'ambiguïté du personnage est poussée à son paroxysme. L'expiation par la destruction totale. C'est une descente volontaire aux enfers. L'embarcation des fuyards est arrachée, happée par les flots hurlants. Le métal du sous-marin gémit sous les forces d'écrasement. Tout tourne et se disloque. S'en sortent-ils miraculeusement? Le légendaire Nautilus finit-il en miettes dans les abysses glacés? Le récit se suspend sur cette violence apocalyptique. L'attention s'arrête net. C'est un silence assourdissant qui succède au fracas des vagues. Pour en saisir toute l'angoisse, il faut plonger soi-même dans cette œuvre magistrale. Cela soulève une question importante. Quand un homme tente de se couper totalement de l'humanité pour s'ériger en juge suprême des mers, transcende-t-il la condition humaine ou devient-il un monstre bien plus terrifiant que les créatures cachées dans l'obscurité des abysses? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.